Votre mission en tant que MSP est de faire en sorte que votre client ait le moins de problèmes possible. Mais le problème justement, c'est que quand tout va bien, le client voit surtout vos factures arriver sans vraiment comprendre pourquoi il paye. Si traditionnellement, votre client a pris l'habitude de voir débarquer un technicien régulièrement dans ses locaux au moindre incident, quand vous passez sur le modèle MSP, il peut avoir plus de mal à matérialiser ce que vous faites pour lui. Il pourrait même vous demander de réduire votre prix car vous passez moins de temps chez lui. C'est une situation courante qu'ont expérimenté de nombreux MSP, en particulier quand ils se sont surtout concentrés sur les aspects techniques du modèle sans chercher à démontrer la valeur ajoutée à leurs clients. Il existe de nombreuses façons de reprendre la maîtrise de la relation avec votre client et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Quand on commence à être confronté à cette problématique, un des premiers réflexes que l'on observe est de vouloir inonder son client de rapports, tous plus indigestes les uns que les autres. Là où avant, votre client avait peu d'informations sur ce que vous faisiez, vous passez à un fonctionnement où vous essayez de démontrer tout ce qui est fait par vos différents outils et agents. Le contenu est donc surtout technique et indigeste pour la majorité des gens. Ça peut vous sembler une bonne idée d'envoyer la liste de tous les patchs que vous avez appliqués chaque soir avec le détail pour chaque machine afin de bien montrer à votre client que vous vous occupez des mises à jour, mais la seule chose qu'il en fera, c'est de mettre en place une règle de filtrage dans son Outlook pour les envoyer directement dans la corbeille. La raison pour laquelle on opère de cette façon, c'est qu'on cherche désespérément un moyen pour justifier ce qu'on facture au client. Parfois même, certaines personnes passent sur le modèle MSP à abonnement, mais continuent d'envoyer le temps passé au client comme s'il fallait le rassurer qu'il avait fait une bonne affaire en passant sur un modèle d'abonnement illimité. Quand vous faites cela, c'est un très mauvais message que vous envoyez au client. Dans le modèle MSP, ce que vous lui apportez, c'est justement le fait qu'il aura moins de problèmes, que donc vous passerez moins de temps à les résoudre et que de son côté, ses employés seront donc plus productifs. Vous devez plutôt donc chercher à démontrer les actions réalisées pour que son informatique soit plus fiable et performante, tout en cherchant à limiter les risques auxquels il pourrait s'exposer. Voyons ce que vous pouvez mettre en place pour communiquer efficacement avec votre client. Pour parler de ce sujet aujourd'hui, j'ai proposé à Nicolas Z du MSP Manaps d'échanger sur le sujet. Il a mis en place tout un système de points réguliers avec ses clients qui lui permet de garder le lien et montrer ses résultats. Aujourd'hui, pour nous parler de ce sujet, je suis avec Nicolas Z du MSP Manaps. On va pouvoir échanger sur le sujet. Et en fait, il a mis en place un système de points réguliers avec ses clients qui lui permet de garder le lien et montrer ses résultats. Alors, bonjour Nicolas, est-ce que tu peux te présenter peut-être déjà en une phrase ou deux? Bonjour Thomas, merci. Donc je suis Nicolas Z, je suis gérant de la société Manaps à Amiens depuis un peu plus de 6 ans maintenant. Donc on est spécialisé dans les services managés, l'infogérance pour des clients TPE, PME dans la Somme et les Hauts-de-France. Et donc effectivement, on a mis en place chez nous ce que vous appelez chez vous les QBR, ce que les Américains appellent les QBR, mais qu'on appelle nous des rendez-vous de VDSI, donc pour DSI virtuel, de façon trimestrielle. On a fait ça pour pouvoir effectivement garder un lien, mais surtout développer un lien avec nos clients, créer une relation un petit peu plus basée sur un partenariat plutôt qu'une pure relation technique. S'élever un petit peu de la technique, c'est l'ambiance des rendez-vous. Il y a d'ailleurs beaucoup de ces rendez-vous où on passe du temps à parler d'autre chose que d'informatique, de parler de leurs projets, etc. Et c'est là que ça devient intéressant aussi, parce que c'est un rendez-vous où on implique le chef d'entreprise, ou en tout cas le décideur. Très bien. Et Et si on revient un petit peu à la genèse, avant tu n'étais pas forcément dans le MSP, mais c'est quoi les problématiques que tu rencontres, que tu rencontrais avant, quand tu devais gérer des clients, mais où tu n'avais pas mis en place cette démarche-là? alors nous, on a mis en place cette démarche très tôt pour les clients dont la taille le justifiait, ces rendez-vous de VDSI, mais j'ai vu effectivement dans d'autres expériences professionnelles comment ça se passait lorsqu'on n'avait pas cette relation-là et qu'on est un pur exécutant, qu'on est carrément considéré comme un technicien tout court par l'entreprise. C'est une relation à beaucoup plus faible valeur ajoutée. On passe sur le mode où on est une dépense, où on est un centre de coût. Et le but de ces rendez-vous-là, c'est d'ajouter cette valeur ajoutée-là pour pas de retomber au même niveau que la location des voitures, quoi. Voilà.
Le but, c'est de s'élever au niveau de ce que peut être un expert comptable ou un avocat pour le client. Bien sûr, toute proportion gardée dans son propre domaine, hein, bien entendu. Mais ce que je veux dire, c'est le niveau de cette relation-là, de s'élever à ce niveau-là, c'est très important pour pouvoir développer ce que nous, on apprécie comme relation auprès des clients. Voilà. Et c'est vrai que souvent, je trouve que les prestataires, quand ils passent au MSP, ils font souvent un petit peu l'erreur de travailler essentiellement à distance. Qu'est-ce que tu conseilles, toi, pour garder le lien avec son contact, avec son client quand on travaille beaucoup à distance? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire pour garder ce lien-là tout en étant beaucoup en remote? Alors, c'est d'autant plus un défi avec les 2 années qu'on vient de vivre, puisque en plus de ça, on a essayé de limiter au maximum les contacts pour des raisons évidentes, et même les rendez-vous donc, de VDSI pour nous qu'on faisait trimestriellement avec les clients chez eux, on a commencé à les faire en visio. Alors ça a plein d'avantages, hein, ne serait-ce que du temps gagné en déplacement et même en frais, mais par contre c'est vrai qu'on se voit moins, et donc il faut faire attention à ça. On a vécu des situations où on sentait que ça se distendait un petit peu, et je pense que c'est important de continuer à aller les voir, parce que la visio c'est pas pareil quand même. Le téléphone c'est bien aussi, mais c'est pas pareil non plus, et c'est pareil pour les techniciens. Nous on fait aussi des visites proactives sur site. Alors on les fait pas pour le plaisir de les faire, on les fait lorsqu'il en a besoin, mais vraiment on s'arrange pour qu'il y ait quelqu'un qui passe régulièrement, parce que c'est comme ça qu'on maintient le lien, et je pense pas qu'on puisse faire ce métier 100% à distance, sans proximité. Je sais que c'est un modèle qui existe, mais c'est pas un modèle auquel je crois. Voilà. Et quand tu fais ces rendez-vous VDSI avec ton client, c'est quoi la formation que tu lui présentes? Comment c'est constitué comment ce type de rendez-vous? Alors, on travaille avec Autotask, qui nous permet de créer des tableaux de bord qui nous servent pour notre VDSI. C'est-à-dire que on a des chiffres, on a des petits camemberts, des petits graphiques qui nous permettent de dire, voilà, la charge de travail ce mois-ci, c'était ça. On a géré tel type d'incident. Ça nous permet de ressortir des informations utiles, en fait. Voilà, qui nous permettent de ponctuer notre rapport, puisque on émet un compte rendu, hein, à la fin de ces rendez-vous-là. Compte rendu qui est à la fois pour nous et pour le client, souvent plus pour nous d'ailleurs, parce que c'est pas forcément ces rapports ou ces graphiques que le client vient chercher, mais en tout cas on lui montre, on continue à lui montrer ce qu'on fait, et pour ça c'est mieux d'avoir quelque chose sur lequel on se base, quelque chose de graphique, quelque chose j'allais dire de tangible pour le client, plutôt que juste avoir son VDSI qui fait des claquettes et qui raconte ce qu'il veut. Voilà. Là, si on a, par exemple, une objection, ça peut arriver sur une situation qui a été vécue de façon différente côté client, on peut toujours tout de suite aller voir, creuser dans les graphiques, puisque avec Autotask, ça nous permet, on a un camembert, on clique sur une part du camembert, on voit tout de suite à quoi ça se réfère. On peut creuser dans les rapports en live avec le client, et ça, c'est très, très utile. Et puis, c'est interconnecté avec les autres outils. Donc, par exemple, la gestion de ses garanties. Donc, il y a plusieurs sections dans notre VDSI. En fait, on va parler de sa feuille de route, on va parler de son échéancier de renouvellement, s'il en a, des matériels qui arrivent en fin de garantie. Et tout ça, on a des informations à portée de doigt, en fait. Et on peut aller creuser dans IT Glue pour la documentation qui nous garde toutes les dates de garantie. On peut trier voir un petit peu ce qui expire dans l'année, permettre au client de planifier ses dépenses. Donc, plusieurs parties dans la VDSI. La première, c'est raconter ce qu'on a fait. La deuxième, il y a une part évidente de comment ça va, monsieur le client, comment on se débrouille, est-ce que tout va bien pour vous. Des fois, il y a des choses qui sont remontées en VDSI dont on n'était pas au courant. Parfois, des choses au support qui ont été mal vécues, ça peut toujours arriver. Et ça permet de désamorcer des trucs, de pas les laisser s'infecter. Voilà, de les prendre très tôt comme ça désamorce beaucoup de choses en fait. Des incompréhensions, la plupart du temps des problèmes de communication, des choses qui sont très légères au départ, mais qui, si on les laisse prospérer, vont devenir des choses sérieuses alors qu'elles auraient jamais dû.
Donc ça permet vraiment de conserver une bonne relation avec le client, de lui montrer tout ça et lui permettre de prévoir, puisque donc la troisième partie du rapport du rendez-vous de VDSI, c'est de regarder où est-ce qu'on va. Qu'est-ce qu'on a fait, comment ça va, où est-ce qu'on va. C'est un peu les trois grands piliers de la chose. Alors, c'est un process qui est en perpétuelle évolution. Je crois qu'il ne doit pas se passer un trimestre sans que je rajoute un petit truc à droite, à gauche et que je teste des choses. Voilà. Très intéressant, très intéressant. Je pense que ça fait une belle feuille de route, effectivement, pour piloter ce genre de rendez-vous. Et alors une question qui est un peu compliquée, mais c'est vrai que on sait que quand tu suis bien ton client, du coup, ils ont beaucoup moins de problèmes. Même si, comme tu l'as précisé, bah, des fois, il y a des trucs un peu latents qu'on peut comme ça désamorcer avant que ça devienne trop problématique. Mais comment aujourd'hui tu arrives à faire comprendre à un client chez qui tout se passe bien euh, pourquoi il te paye en fait? Est-ce que c'est justement dans ces rendez-vous que tu arrives un peu à montrer la valeur de tes services ou mieux expliquer ça? Alors, effectivement, quand on montre des chiffres, on montre ce qu'on a fait. On montre aussi via la satisfaction. En général, il y a une vraie différence entre ce que le client avait avant et ce qu'il a maintenant. La valeur faciale pour le client de ce qu'on fait, c'est le support. Et typiquement, les remarques qu'on a, c'est depuis que je suis avec vous, j'ai quelqu'un qui me répond au téléphone. C'est aussi bête que ça, hein, souvent. Et il le comprend tout seul, ça en général. On n'a pas besoin vraiment de lui faire comprendre qu'il paye pour pas avoir de problème. En général, les clients avec qui on a signé ont déjà compris ça. C'est pas des clients en général qu'on a réussi à convaincre du modèle, ils y sont parvenus tout seuls. Il y en a beaucoup qui comprennent pas ce modèle, ou en tout cas qui l'envisagent pas comme ça pour leur entreprise. C'est vraiment un petit peu une philosophie pour l'entreprise, hein, est-ce que je me mets dans la proactivité, la prévention, ou est-ce que je prends tout comme ça vient. C'est une question de personnalité, c'est une question de stratégie, c'est une question de sensibilité au risque et en tout cas d'acceptance du risque. Voilà, de dire moi j'accepte que mon informatique peut tomber en panne, et puis il y en a certains pour qui c'est impossible parce que ça les empêche de dormir. Moi je fais partie des seconds. Moi même les infrastructures clients à risque m'empêchent de dormir moi, donc moi je peux pas déjà pour commencer. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai monté Manaps pour faire de la proactivité et du service managé. C'est parce que j'étais convaincu que l'ancien modèle purement réactif, curatif en tout cas, était pas bon, parce que je voulais plus venir le lundi avec la boule au ventre de qu'est-ce qui va bien pouvoir tomber aujourd'hui. Ça c'était pas possible. Donc je pense pas qu'on puisse faire comprendre aux clients qu'il paye pour ne plus avoir de problème. Je pense qu'on peut juste lui montrer une fois qu'il est avec nous. Avant qu'il signe, malheureusement, il a que notre marketing pour essayer de voir. Donc on essaie de le convaincre avec des témoignages. Ouais. Avec des témoignages de clients, des recommandations de clients. Je pense effectivement je pense que c'est le seul moyen, en fait. Je pense pas qu'on puisse tordre la volonté de quelqu'un pour lui dire travaille dans notre modèle. Il faut qu'il y arrive tout seul à travers des exemples et parfois, malheureusement, à travers ce qui lui arrive en ne le faisant pas. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de partenaires aujourd'hui, je trouve que c'est un petit peu en difficulté pour justifier un prix haut ou ce genre de thématique. Quel conseil tu donnerais à des confrères qui ont du mal un peu à prouver la valeur de ce qu'ils font et de leur travail? Prouver la valeur de leur travail, je pense que déjà, si on en est à prouver la valeur de son travail auprès du client, il y a peut-être un problème de relation. Déjà. Enfin, si on se pose la question, je pense qu'il y a déjà un souci. Je pense pas qu'on doive particulièrement se justifier, etc. Par contre, effectivement, c'est vrai que quand on propose un prix haut à un client, parfois il peut. Nous, ça nous arrive régulièrement. On arrive chez un prospect et il nous dit mais vous vous rendez compte, c'est 6 fois ce que je paye aujourd'hui. Et ça arrive souvent parce que effectivement, c'est des clients qui partent de prestations minimalistes.
Et c'est pas du tout comparable. Donc ces clients-là, une fois qu'on les a pris, quand on les prend, parce qu'il arrive souvent qu'on ne les prenne pas, c'est 6 fois, voilà. Mais quand on les a pris, ils réalisent effectivement. La seule chose que je pourrais dire aux confrères, c'est montrer vos références, montrer que le modèle fonctionne, parce que cette objection de prix, on l'aura toujours. Pendant longtemps, j'ai cru que en France, on faisait les choses mal, qu'aux États-Unis, c'était vachement plus avancé. En fait, ils ont les mêmes problèmes que nous. Eux aussi, ils ont des clients qui tournent de l'œil en voyant les prix parce qu'ils sont pas du tout sur les mêmes. Voilà. Ce qu'il faut se dire, c'est que il faut pas poursuivre des cibles qui sont pas les nôtres. Nous, on a fait cette erreur pendant longtemps au début, erreur de jeunesse. On était petits aussi, donc on ne pouvait pas aller poursuivre n'importe qui non plus en termes de prospection. Mais il faut s'attacher à bien cibler. Le modèle MSP, il convient à toutes les tailles d'entreprise. Attention, hein, c'est pas ça. C'est qu'il est beaucoup plus dur à vendre pour certaines tailles d'entreprise. Voilà. Les entreprises de moins de 10 personnes, c'est très difficile. Donc voilà, pour pas avoir à justifier son travail, il faut s'attacher à la bonne cible pour commencer et la voir régulièrement. Et créer une relation avec elle. Voilà. Donc, c'est un truc dont j'ai pas parlé depuis le début, mais il n'y a pas que les VDSI, les visites proactives, il y a aussi tout le networking, s'impliquer dans des communautés avec ses clients. Ça crée une relation aussi. Voilà. Que ce soit des syndicats professionnels, des événements de networking, etc. Je pense que tout ça, ça va dans la relation avec le client et ça fluidifie tout derrière. Voilà. Ne pas avoir à justifier son travail, il faut que le client il soit convaincu de ce qu'on fait pour lui. Et normalement, si on lui répond correctement au support et qu'on est là pour l'accompagner dans ses projets, ces questions-là n'arrivent pas. Je pense que quand elles arrivent, on a déjà un souci. Très intéressant, très intéressant. J'espère que ces nombreux conseils pourront aider un peu tous les gens qui regardent notre chaîne et je te remercie chaleureusement pour cet échange, Nicolas. Et ouais, si les gens veulent consulter ta société, manaps.com peut-être, et puis éventuellement sur LinkedIn, j'imagine aussi, mais éventuellement s'ils veulent te poser des questions. Eh ben, je te remercie et à très bientôt. Garder le lien avec votre client est essentiel. Même si vous ne facturez plus votre temps et qu'il vous voit moins, pour autant, il ne faut pas non plus tomber dans l'extrême inverse où vous travaillez entièrement à distance au point où il n'entend plus du tout parler de vous. Savoir valoriser votre travail est une brique tout aussi importante que le reste dans vos offres MSP. N'oubliez pas la promesse que vous avez faite initialement et comment vous pouvez démontrer que vous la respectez. Vous vendez la responsabilité que le système fonctionne correctement, pas le temps que vous allez y passer. Un grand merci à Nicolas pour ses précieux conseils et si vous souhaitez en savoir plus sur son entreprise Manaps, je vous mets le lien en description de la vidéo. Et si vous avez besoin d'approfondir votre discours commercial, vous devriez jeter un œil à cette autre vidéo.